À 9 heures tapantes, Sébastien Lecornu franchissait les portes de l'Élysée, une mallette noire à la main renfermant un dossier si brûlant qu'il aurait pu... À 9 heures tapantes, Sébastien Lecornu franchissait les portes de l'Élysée, une mallette noire à la main renfermant un dossier si brûlant qu'il aurait pu faire sauter les fondations de la République. Prétextant une urgence financière impossible à reporter, il exigea un entretien immédiat avec le président. Emmanuel Macron, fidèle à son assurance habituelle, l'accueillit dans son bureau avec le sourire tranquille de celui qui pense que rien ne peut lui échapper. « Sébastien, mon précieux Premier ministre », lança Macron en se levant avec un entrain calculé comme s'il retrouvait un vieil ami de confiance. « Alors cette première nuit à Matignon, vous n'êtes pas déjà noyé sous les papiers, j'espère ?» Sans répondre à la plaisanterie, Lecornu posa calmement sa mallette sur le bureau présidentiel. Son regard droit et sans cligner se planta dans celui du chef de l'État. Son visage n'exprimait rien d'autre qu'une détermination froide. Il venait clairement de franchir le seuil d'un moment décisif. « Monsieur le Président, veuillez vous asseoir. Ce que nous avons à discuter ne peut attendre. » Le ton était si lourd de gravité que le sourire de Macron s'effaça comme une trace de craie sous la pluie. Pris de court, il regagna lentement son fauteuil, tandis que Lecornu méthodique, comme un chirurgien avant une opération délicate, ouvrait sa mallette et disposait une liasse imposante de documents feuille après feuille sur le bois ciré du bureau. « Alors, Sébastien, qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda Macron, la voix légèrement tendue. « Cela signifie, » répliqua Lecornu sans hausser le ton, « que je suis parfaitement au courant de votre petite opération fusible et que je n'ai nullement l'intention d'endosser le rôle du pantin sacrificiel. » Le silence s'était abattu comme un couperet. Macron, d'ordinaire maître de ses émotions, avait blêmi d'un coup. Dans sa tête, une question tournait en boucle. Comment cet homme avait-il pu découvrir en quelques heures un projet censé rester confiné aux murs les plus secrets de la République ? Je ne vois pas de quoi vous parlez, bredouilla-t-il, peinant à garder son calme. Lecornu imperturbable extirpa alors le premier document du haut de la pile. Il le fit glisser lentement sur le bureau jusqu'à ce que les yeux du président tombent sur les mots. C'était là, noir sur blanc, le plan de l'opération signé par Alexis Kohler, accompagné d'un petit mot griffonné dans la marge validé et aimé. « Vous ne vous souvenez plus. Laissez-moi vous aider. Voilà le chef-d'œuvre stratégique que vous avez imaginé pour me faire porter le chapeau du naufrage économique. » Il ne s'arrêta pas là. Un deuxième document glissa sur le bureau comme une pièce à conviction dans un procès. Voilà les véritables données sur l'endettement de la France, celles que vous gardez soigneusement hors de portée des députés et du peuple. Sans laisser au président le temps de réagir, il ajouta un troisième feuillet. Ici, ce sont les projections falsifiées que vous avez joyeusement envoyées à Bruxelles, histoire de rassurer nos voisins avec des chiffres que même un comptable amateur détecterait comme bidons. Puis d'un geste presque théâtral, il posa un quatrième document avec un sourire glacial. « Et là, mes préférés, vos échanges de mails d'hier avec Kohler, où vous vous congratulez d'avoir enfin trouvé le fusible idéal pour encaisser la colère populaire face aux réformes. » Macron, lui, ne disait plus un mot. Il observait ses feuilles s'amonceler devant lui comme autant de preuves accablantes. Son visage se vidait de toute couleur. Il assistait impuissant à l'écroulement brutal de son propre échafaudage politique. Il tenta alors un dernier sursaut, une phrase bancale, presque murmurée. « Les choses sont plus complexes que vous ne l'imaginez. Il y a des contraintes, mais Lecornu coupa net furieux. Complexe. Vraiment, vous trichez avec les comptes de la nation, vous mentez droit dans les yeux. Aux Français, vous roulez l'Europe dans la farine et vous espériez me jeter sous les roues du système pour sauver votre peau. Voilà votre définition de la complexité. Le plus insupportable, lança Lecornu d'une voix tremblante de rage contenue, c'est de réaliser qu'on a voué toute une carrière à servir un homme qui traite la France comme un jouet cassable à sa seule disposition. Macron tenta de reprendre la main comme s'il pouvait encore contrôler l'incendie qui s'étendait sous ses pieds. « Sébastien, voyons, calmez-vous, vous ne réalisez pas ce qui est en jeu. » Mais Lecornu, loin d'être désarçonné, éclata d'un rire amer. « Oh, mais si je vois très bien ce qui est en jeu. Il s'agit de votre peau, monsieur le président.
et vous êtes prêt à brûler la République entière pour la sauver. Il se rassit lentement, puis posa d'un geste net une dernière liasse sur le bureau, un bruit sec, résonnant dans le silence comme le coup de marteau d'un juge. Voilà ma réponse à votre petite machination. 300 pages qui retracent avec une précision chirurgicale une année entière de contre-vérité présidentielle. Vos engagements trahis, vos chiffres déformés, vos mensonges soigneusement emballés pour l'opinion. Le tout sourcé, documenté, imparable. Macron feuilletait les premières pages, et plus il lisait plus, son visage se vidait de toute couleur. Chaque ligne qu'il découvrait lui arrachait un morceau de pouvoir. Le dossier était une bombe politique calibrée pour pulvériser sa carrière sans retour. « Et que cherchez-vous au juste ?» souffla-t-il, la voix éraillée comme s'il savait déjà la réponse, mais espérait une autre issue. Le cornu s'avança lentement jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres du président. Sa voix claqua froide, nette, implacable. « Ce que je veux, votre départ. Vous avez 24 heures pour annoncer votre démission. Sinon ce dossier, chaque page, chaque chiffre, chaque preuve sera dévoilé à la nation. » Le couperet était tombé. Sec net sans appel. Macron tenta un baroud d'honneur. Il plaida, proposa, chercha à gagner du temps. Rien n'y fit. Le cornu était devenu inébranlable comme une muraille décidée à s'effondrer sur son adversaire. Il reprit calmement ses documents, les rangea un à un dans sa mallette sans un mot de plus, puis se dirigea vers la porte. Juste avant de sortir, il se retourna brièvement. « 24 heures, monsieur le président. Ensuite, c'est moi qui écris les règles. » 2 heures après son face-à-face tendu avec le président à exactement 11h30, Sébastien Lecornu réunissait en urgence les médias français et internationaux dans le grand salon de Matignon. L'annonce était tombée sans explication. Les journalistes convaincus qu'ils allaient assister à un banal discours sur la feuille de route gouvernementale ne savaient pas encore qu'ils s'apprêtaient à vivre l'un des moments les plus saisissants de leur carrière. Lorsqu'il fit son entrée, le cornu affichait un calme presque irréel, en contraste total avec l'effervescence nerveuse qui régnait dans la salle. Sans un mot, il s'avança jusqu'au pupitre, y déposa lentement une chemise rouge fermée, puis fixa la salle d'un regard silencieux, presque solennel, avant de briser le silence. « Mesdames, Messieurs, si je vous ai convoqués aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que je quitte mes fonctions de Premier ministre, après 24 heures exactement à ce poste. » Un frisson parcourut la salle, des regards écarquillés des caméras qui se recentrent, d'un coup sec des téléphones brandis en urgence. Tous venaient de comprendre qu'il assistait à une scène que l'histoire n'oublierait pas. « Ce départ, reprit le cornu d'un ton ferme, ne découle pas d'une simple divergence idéologique. Il est l'aboutissement de révélations si graves qu'elles engagent directement l'avenir même de notre démocratie. » Il ouvrit alors la fameuse chemise rouge, en sortit un premier document et le plaça bien en évidence sur le pupitre. « Hier, en endossant mes nouvelles fonctions, j'ai accédé à des informations que je ne peux garder pour moi, des vérités que les Français ont le droit de connaître, des vérités que l'Élysée s'évertue à dissimuler depuis des mois. » Et pendant 45 minutes qui semblèrent figer le temps, le cornu déroula patiemment un réquisitoire implacable, les chiffres réels de la dette soigneusement cachés aux parlementaires, des rapports truqués envoyés à Bruxelles pour masquer la réalité aux yeux de l'Europe, des engagements budgétaires fictifs promis au FMI et une montagne de dettes enterrées dans les comptes opaques des entreprises publiques. Chaque mot, chaque page, chaque chiffre, une gifle pour le pouvoir en place. Mais le clou du spectacle, ce fut sans aucun doute la révélation de cette fameuse opération fusible. Le cornu y détailla froidement comment Emmanuel Macron avait planifié de le désigner comme responsable officiel de la faillite budgétaire, histoire de détourner la tempête de colère loin de lui. « Ce que j'ai découvert, déclara-t-il face à une salle pétrifiée, c'est que ma nomination n'avait rien à voir avec le service de la nation. J'étais là pour servir de paratonnerre humain à la survie politique d'un seul homme, le président. » Les accusations tombaient ensuite comme des coups de marteau. Chaque déclaration était appuyée par des preuves documents internes, échanges de mails confidentiels, captures d'écran, témoignages directs, notes de réunions secrètes entre conseillers de l'Élysée.
Tout était sourcé, archivé, irréfutable. Et puis vint la conclusion simple mais cinglante. Après avoir découvert tout cela, il m'était impossible de continuer. Je refusais d'être complice d'un tel mécanisme de dissimulation et de manipulation. Voilà pourquoi je démissionne aujourd'hui. Et voilà pourquoi j'en appelle devant vous tous à la démission immédiate du président de la République. Quelques heures à peine après cette conférence de presse explosive, l'onde de choc balayait l'Europe. De Londres à Berlin, de Rome à Bruxelles, tous les médias s'emparèrent de l'affaire. CNN, la BBC, El País, Der Spiegel et le Financial Times dosaient un titre saisissant, le scandale politique le plus retentissant en France depuis l'affaire Dreyfus. À l'Élysée, c'était le branle-bas de combat. Les couloirs résonnaient de pas précipités de voix qui s'élevaient, de téléphones qui sonnaient sans réponse. Les conseillers de Macron, habituellement si assurés, couraient dans tous les sens comme des marins en pleine tempête. Ils tentaient désespérément d'éteindre l'incendie. Mais avec quoi? On ne réfute pas des documents tamponnés. On n'efface pas des mails signés. On ne fait pas disparaître des chiffres fournis par ses propres services. Macron, acculé, tenta un dernier baroud. À 18h tapantes, il prit la parole en direct depuis le palais présidentiel. Visage fermé, ton grave, il accusa le cornu de trahison, de manipulation, de mise en scène. Mais rien n'y fit. Ces mots vides de substance résonnaient, creux face à la montagne de preuves lâchées au grand jour. À l'écran, ce n'était plus le chef de l'État qu'on voyait. C'était un homme isolé, dépassé, visiblement terrifié par la chute. Et dehors, la France grondait. L'opinion publique, elle avait déjà tranché. Les sondages s'effondraient à une vitesse vertigineuse. 6 Français sur 10 considéraient désormais que Macron avait trahi sa fonction. Dans toutes les grandes villes, des foules se rassemblaient spontanément brandissant des pancartes réclamant sa démission. Mais le coup final, celui qui scella son sort, ne vint ni des rues, ni des urnes. Il s'appelait Bruce. Le coup fatal ne venait pas de la rue ni des sondages, mais de Bruxelles. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, convoqua sans délai une réunion de crise. À l'ordre du jour, la trahison budgétaire française. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'Union, un pays membre se voyait accusé publiquement d'avoir manipulé ses comptes pour tromper ses partenaires. Une gifle institutionnelle en plein cœur du projet européen. La confiance a volé en éclats, déclara von der Leyen lors d'un point presse tendu. L'Union ne peut survivre si certains États alimentent le mensonge comme stratégie diplomatique. Les effets ne se firent pas attendre. Ce fut un véritable séisme. L'euro s'effondra face au dollar en quelques heures. La bourse de Paris plongea dans le rouge. Les investisseurs prirent la fuite. Et chez Standard & Poor's, la sanction tomba comme une lame. La France perdait un cran dans sa notation de dette souveraine. À Berlin, Rome, Madrid, on parlait de choc de trahison, d'indignation. Le scandale, le cornu devenait un cataclysme européen face à l'onde de choc provoquée par ses propres révélations. Macron n'avait plus aucune marge de manœuvre. Le 11 décembre au soir, exactement 24 heures après l'ultimatum de Le Cornu, il prit la parole à la télévision pour annoncer sa démission. Un discours pesant, presque pitoyable, livré par un homme qui s'était cru au-dessus des règles, au-dessus du peuple. Celui qui se voyait jupitérien et intouchable apparaissait enfin pour ce qu'il était, un politicien épuisé, démasqué et humilié par son orgueil. « Je prends acte », balbutia-t-il la voix brisée, « de la perte de confiance de mes concitoyens et de nos partenaires internationaux. Dans l'intérêt supérieur de la République, je remets ma démission entre les mains du Conseil constitutionnel, conformément à l'article 7 de notre Constitution. » De son côté, Sébastien Lecornu suivait le discours depuis son bureau de Matignon. 24 heures seulement à ce poste, mais suffisantes pour renverser le cours de l'histoire politique française. Il avait triomphé. Il avait protégé la démocratie nationale de son plus grand prédateur. Pourtant, au milieu de cette victoire éclatante, un goût amer persistait. En abattant Macron, il avait exposé au grand jour la profondeur de la crise qui minait le pays. Une fois les chiffres réels exposés au grand jour, le pays s'est retrouvé projeté dans une zone de turbulence. L'incertitude s'est installée partout. À Bruxelles, les partenaires européens exigeaient des explications, certains parlaient déjà de compensation.
La France, elle n'avait plus d'autre choix que d'envisager un programme de redressement aussi sévère qu'humiliant. Le Cornu en avait pleinement conscience. Il savait que son geste aurait un coût colossal. Des années seraient nécessaires pour effacer les traces laissées par les contre-vérités accumulées sous l'ère Macron. Mais au moins cette reconstruction se ferait à visage découvert dans la clarté et avec une dignité retrouvée. Désormais, lorsqu'on évoque ces fameuses 24 heures qui ont fait basculer le pays, un nom revient inévitablement: le jour Le Cornu. Une journée unique durant laquelle un homme droit a choisi de brûler sa propre carrière plutôt que de se rendre complice d'un système bâti sur la tromperie. Une démonstration éclatante qu'en démocratie, l'intégrité d'un seul individu peut parfois suffire à tout faire vaciller. Macron lui pensait avoir trouvé en Sébastien Lecornu l'outil parfait pour prolonger sa survie politique. En réalité, il a lui-même préparé sa chute. En ouvrant l'accès aux secrets de l'État, il a remis entre les mains de cet homme toutes les clés et toutes les armes de sa propre perte. C'est là toute la cruauté ironique de cette histoire. Le mandat le plus bref jamais connu à Matignon restera aussi le plus décisif de la veuve République. Il n'aura fallu qu'une seule journée à un homme intègre pour mesurer l'étendue de la pourriture et décider de l'exposer sans détour. Sébastien Lecornu n'a occupé Matignon que l'espace de 24 heures, mais ces 24 heures ont suffi à préserver la République. En une journée, il a ébranlé l'Élysée jusque dans ses fondations et infligé à Emmanuel Macron le choc politique le plus violent de tout son mandat. La veille encore, Lecornu était officiellement investi Premier ministre sous les ors de la République. Le lendemain, il quittait ses fonctions arborant un sourire mystérieux, presque glacial, qui semblait figer le président sur place. Alors que s'est-il réellement déroulé pendant ce laps de temps si court qu'il a bouleversé l'histoire politique française ? Ce que vous allez découvrir dépasse largement les scénarios les plus sombres imaginés dans les coulisses du pouvoir. Car personne n'avait vu venir ce qui allait se produire ce matin-là du 10 décembre. Absolument personne. Ni les proches du président déjà satisfaits de ce qu'ils croyaient être un coup stratégique parfaitement maîtrisé, ni même Lecornu lui-même encore inconscient du piège soigneusement refermé autour de lui. Tout s'est joué la veille à l'abri des regards dans le salon présidentiel de l'Élysée. Emmanuel Macron arpentait la pièce à grandes enjambées, jetant par moments un œil nerveux vers les jardins où les journalistes patientaient déjà pour l'annonce officielle. Autour de la longue table, son cercle rapproché attendait Alexis Kohler, pilier indéfectible depuis près d'une décennie, Bruno Roger Petit, chef d'orchestre des éléments de langage capables de peser chaque mot au milligramme, et Stéphane Séjourné, silhouette discrète mais redoutablement informée dépositaire des secrets les plus sensibles du palais. Tous affichaient ce sourire discret, presque complice propre aux courtisans convaincus d'avoir trouvé la solution idéale. 3 jours plus tôt, François Bayrou avait été balayé par une motion de censure plongeant le pays dans une crise politique inédite. Dans les rues, la colère montait. Les syndicats appelaient à bloquer le pays, les manifestations se succédaient et l'opinion exigeait des comptes. Il n'y avait plus de temps à perdre, un nouveau Premier ministre devait être nommé immédiatement. Sébastien Lecornu, c'est l'option idéale, avançait Kohler en feuilletant calmement ses notes. Fidèle depuis toujours, solide sur les questions de défense, et surtout, il s'interrompit volontairement, laissant planer le sous-entendu. Il ne viendra pas fouiller là où les chiffres deviennent sensibles. Macron esquissa un sourire satisfait. C'était exactement le profil recherché. Lecornu cochait toutes les cases rassurant docile, entièrement sous contrôle. Ancien ministre des Armées. Il n'avait jamais contesté une consigne venue d'en haut. Aucun risque qu'il soulève le voile sur ce que l'Élysée dissimulait depuis des mois. « Parfait !» souffla Macron en réajustant sa cravate. « Il connaît les règles. Il appliquera nos choix sans faire de bruit. » Roger Petit sortit alors son téléphone déjà tourné vers l'extérieur. « Ah, monsieur le président, les rédactions attendent. Quel message donne-t-on pour la nomination ?»« Simplicité, » répondit Macron sans réfléchir. « Compétence, fidélité, continuité. Un homme sûr pour traverser la tempête. » Mais aucun d'eux n'imaginait qu'à quelques kilomètres de là, dans un bureau feutré du ministère des Armées, Sébastien Lecornu venait de décrocher un appel qui allait réduire ce plan soigneusement ficelé en poussière. À 16h47, très exactement,
Alors qu'il mettait la dernière main au dossier précédant sa prise de fonction officielle, le téléphone personnel de Lecornu se mit à vibrer. L'écran affichait un numéro inconnu. Il hésita une fraction de seconde, puis décrocha. À peine la première phrase prononcée, un frisson lui parcourut l'échine. « Sébastien, c'est Jacques Chirac. Nous devons parler sans attendre avant ton entrée en fonction. Ce soir chez moi à 20h. Et viens seul. » Lecornu resta figé. Il faillit laisser tomber l'appareil. Jacques Chirac. L'ancien chef de l'État retiré de la scène politique depuis des années, que lui voulait-il? Et surtout, comment pouvait-il être au courant d'une nomination qui n'avait pas encore été rendue publique? La voix usée par le temps, mais toujours ferme, reprit avec gravité. « Sébastien, ce que Macron prépare contre toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Avant d'accepter ce poste, il y a des vérités que tu dois connaître, des vérités qu'il se gardera bien de te révéler. » Le lieu du rendez-vous n'avait rien d'anodin, la demeure privée de Jacques Chirac, boulevard Saint-Germain. Un refuge feutré à l'écart des objectifs et des micros trop curieux. À 20h pile, Lecornu franchit le seuil. Dans le bureau, l'ancien président l'attendait déjà entouré de piles de dossiers qu'il semblait avoir disséqués pendant des heures. « Jacques, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lecornu en prenant place face à celui qu'il considérait comme un guide. Chirac ne s'embarrassa pas de préambule. Il tira vers lui un épais classeur frappé d'un tampon rouge secret défense, puis le fit glisser sur la table avec la solennité de quelqu'un sur le point de lever le voile sur un tabou d'État. « Ce dossier, c'est la France telle qu'elle est réellement, » déclara-t-il. « Pas la version édulcorée pour l'Assemblée, ni le récit poli servi aux médias, les chiffres bruts, ceux que même les ministres ignorent. » Lecornu ouvrit le classeur et parcourut les premières pages. Chaque ligne lui coupait un peu plus le souffle. La dette n'était pas celle annoncée officiellement. Elle explosait bien au-delà des 110% du PIB, frôlant les 180% une fois intégrés les engagements dissimulés. Quant aux entreprises publiques, leur déficit soigneusement minimisé masquait à eux seuls près de 400 milliards d'euros de passifs jamais provisionnés. « C'est impossible !» souffla Lecornu abasourdi. « Comment en est-on arrivé là ?» Chirac tourna calmement plusieurs pages comme s'il repoussait encore le moment du choc final. « Ce n'est pas fini, » reprit-il. « Regarde plus loin, les scénarios pour 2026. Si la trajectoire reste la même, l'État sera en cessation de paiement d'ici 1 an et demi. » Il releva les yeux graves. « Et si l'Europe ne réagit pas, c'est parce qu'on lui ment, délibérément. Macron nourrit nos partenaires de chiffres fabriqués. » À mesure que les pages défilaient, Lecornu prenait la mesure d'un mensonge d'État méthodiquement orchestré. Les documents envoyés à Bruxelles n'avaient plus aucun lien avec la réalité des comptes français. Les engagements pris devant le FMI reposaient sur des hypothèses imaginaires. Depuis des mois, la France entretenait une fiction collective trompant ses alliés pour dissimuler l'effondrement silencieux de ses finances publiques. Mais le pire restait à venir. En plein cœur du dossier, Lecornu tomba sur un document qui le fit se lever d'un bond. Un schéma précis daté de 3 semaines auparavant portait un titre sans détour « Opération fusible, une stratégie de gestion de la crise budgétaire reposant sur la désignation calculée d'un Premier ministre. » Ils avaient prévu de me broyer, lâcha-t-il sidéré. Chirac acquiesça lentement, le visage fermé. Tout était écrit. Tu étais le coupable idéal. Dans quelques semaines, Macron t'aurait révélé ces chiffres désastreux. Devant les caméras, tu aurais affiché ta stupeur, annoncé une cure d'austérité implacable, encaissé la colère populaire, puis quitté la scène sous la pression. Et lui serait revenu auréolé en sauveur de la nation. La manœuvre était d'une froideur chirurgicale. Lecornu n'était qu'un amortisseur humain destiné à encaisser la haine avant d'être jeté sans ménagement. En sacrifiant son Premier ministre Macron, assurait sa propre survie politique. « Et pourquoi me dire tout cela ?» demanda Lecornu encore sonné. L'ancien président se leva avec difficulté et se plaça face aux lumières de Paris visibles par la fenêtre. « Parce que j'ai passé ma vie à défendre cette République et je refuse de laisser un homme la piétiner par pur calcul.
Et parce que je te connais, Sébastien, tu es droit. Tu as le droit de savoir dans quel engrenage on veut t'entraîner. » Cette nuit-là, le sommeil n'était pas une option. De retour chez lui avec une copie du dossier confié par Chirac le Cornu, s'était enfermé dans un face-à-face interminable avec la vérité. Page après page, chiffre après chiffre, il disséquait, les projections recoupaient les données, recomposaient le puzzle. Et à mesure que la réalité prenait forme, une rage froide s'installait. Macron ne se contentait pas de lui mentir, il avait minutieusement organisé sa mise à mort politique avec un cynisme glaçant. Aux alentours de 3 heures du matin, une certitude s'imposa. Une décision nette, irrévocable, celle qui fait basculer une trajectoire. Si Macron croyait pouvoir jouer les stratèges, il allait découvrir ce que signifiait vraiment perdre le contrôle. Cette fois, la partie se jouerait selon les règles de Le Cornu. À l'aube, lors de la cérémonie officielle de nomination, il fut irréprochable. Sourire calibré et accolades protocolaires avec le président, discours convenu sur le devoir et l'honneur de servir la nation. Une prestation parfaite. Pourtant, sous cette façade impeccable, la tempête grondait. Il savait précisément ce qui l'attendait et il s'y était préparé. Dès le lendemain matin, à peine installé à Matignon, le Cornu passa à l'action. En façade, rien d'anormal, un nouveau Premier ministre qui réclame les dossiers financiers pour prendre la mesure de la situation. En coulisses, l'objectif était tout autre. Il s'agissait de bâtir pierre par pierre un acte d'accusation contre Macron en s'appuyant sur les leviers mêmes de l'État. Sa première exigence laissa son équipe interdite. « Je veux accéder à l'ensemble des données sur l'état réel des finances françaises. Pas les versions allégées, pas les notes destinées aux journalistes, les chiffres complets, y compris tout ce qui est hors bilan. » Michel Cazeneuve, son directeur de cabinet technicien chevronné des arcanes budgétaires, marqua un temps d'arrêt. « Monsieur le Premier ministre, certains de ces éléments relèvent du secret. J'ai le niveau d'habilitation le plus élevé après le président, » trancha le Cornu. « Rien ne doit m'être caché. Je veux tout. » En quelques heures à peine, Matignon changea de visage. Les bureaux prirent des allures de cellules de crise. Les piles de documents envahirent la table de travail, scénarios budgétaires authentiques, dettes dissimulées des entreprises publiques, engagements internationaux jamais provisionnés, déficits locaux maquillés. L'ampleur du désastre dépassait largement ce que Chirac lui avait révélé. La réalité était encore plus sombre. Mais le Cornu n'en resta pas là. Il formula ensuite une requête pour le moins inhabituelle, l'accès exhaustif à toutes les prises de parole officielles de l'Élysée. Discours communiqués, chiffres martelés en public par Macron, et son cercle rapproché, rien ne devait manquer. « Vous cherchez à vérifier la cohérence du discours », s'étonna Cazeneuve. « Disons, à reconstituer la vérité », répondit le Cornu, esquissant un sourire qui n'en disait pas long. En réalité, il assemblait patiemment une pièce à conviction géante, une année entière de contre-vérité présidentielle passée au crible. Promesses évaporées statistiques arrangées, contorsions sémantiques, tout y passait. Son objectif était clair, démontrer que la mécanique du pouvoir macronien reposait sur une fabrication méthodique de la réalité. Puis, dans l'après-midi, une trouvaille fit déborder sa colère. En fouillant les archives d'échanges entre Matignon et l'Élysée, il mit la main sur un courriel daté de la veille échangé entre le président et son directeur de cabinet. « Sébastien est idéal pour le rôle », écrivait Kohler. « Assez loyal pour encaisser au départ, assez intègre pour que sa chute paraisse crédible quand nous sortirons les vrais chiffres. » La réponse présidentielle glaciale acheva de lever le voile. Analyse parfaite. Sa réputation d'honnêteté rendra sa démission encore plus utile pour nous blanchir. Lancer le calendrier de l'opération fusible. À mesure qu'il parcourait ces lignes, le Cornu sentait ses mâchoires se crisper. On ne parlait pas de lui comme d'un responsable politique, encore moins comme d'un partenaire. Il n'était qu'un accessoire, un consommable prévu pour encaisser la colère populaire avant d'être éliminé. Aux yeux de Macron, il n'existait pas en tant qu'homme, seulement comme un dispositif sacrificiel voué à exploser au moment opportun. Cette révélation acheva de balayer ses derniers doutes. Il n'était plus question de laisser passer, pas par fierté personnelle, mais par devoir. S'il se taisait, d'autres subiraient le même sort après lui. Tous ces hauts fonctionnaires et ministres traités comme de simples pions déplacés
et sacrifié sur l'échiquier d'un pouvoir devenu personnel. Le soir même, le Cornu réunit son cercle le plus proche. Officiellement, l'ordre du jour portait sur les grandes orientations du nouveau gouvernement. En réalité, c'était l'acte inaugural d'un affrontement direct avec l'Élysée. « Mesdames, Messieurs », lança-t-il en prenant place au bout de la longue table de la salle du Conseil, « ce que je vais vous demander sort de l'ordinaire. Je veux un rapport exhaustif sur toutes les incohérences et contradictions de l'action gouvernementale de ces 5 dernières années. » Cazeneuve fronça les sourcils interloqués. « Vous parlez d'un audit interne, monsieur le Premier ministre ?»« Non !» trancha le Cornu. « Je veux des preuves, celles des mensonges des zones d'ombre et de toutes les manœuvres utilisées pour façonner l'opinion. » Un silence lourd s'abattit sur la salle. Jamais dans toute l'histoire de la VE République, un chef de gouvernement n'avait exigé un tel dossier sur le président qui venait de le nommer. L'instant avait quelque chose d'irréel. La responsable de la communication finit par rompre le mutisme. « Puis-je connaître la finalité de ce travail ?» Le Cornu esquissa un sourire froid sans la moindre chaleur. La finalité, Emmanuel Macron, ni plus ni moins. La nuit qui suivit transforma Matignon en ruche en ébullition. Les équipes travaillaient sans relâche, fouillant des années d'archives, passant au crible, des milliers de pièces confrontant déclarations publiques et témoignages internes. D'heure en heure, le Cornu recomposait méthodiquement le mécanisme d'une désinformation devenue système. Et quel assemblage terrifiant! Une mosaïque de tromperies soigneusement orchestrée sur une année entière des statistiques du chômage raboté, à la baisse des engagements de campagne évaporés sans justification des réformes vendues comme solidaires, alors qu'elle frappait les plus fragiles des exploits diplomatiques sortis de nulle part et des bilans économiques systématiquement retouchés pour sauver les apparences. Le Cornu tenait désormais bien plus qu'un simple dossier. Entre ses mains se trouvait de quoi faire s'effondrer non seulement Macron, mais toute la façade de communication patiemment construite autour de la présidence. 2300 pages. Autant de preuves explosives, rigoureusement sourcées, impossibles à contester. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres de là, Emmanuel Macron dormait d'un sommeil tranquille dans ses appartements de l'Élysée. Persuadé d'avoir éteint l'incendie en nommant le Cornu, il ignorait encore qu'il venait en réalité de signer l'erreur la plus fatale de toute sa trajectoire politique. Au matin du 11 décembre, le Cornu s'éveilla avec ce sentiment rare, celui d'avoir terminé ce qui devait l'être. Le dossier était bouclé, 300 pages d'accusations étayées de preuves croisées d'éléments impossibles à contester. Assez pour réduire en miettes la crédibilité de Macron et de son cercle rapproché. Mais il ne comptait pas s'arrêter là. Sa sortie était prête elle aussi. Hors de question de disparaître par une porte dérobée comme un ministre interchangeable. Il allait frapper fort, très fort, un geste destiné à laisser une trace durable dans l'histoire politique du pays. À 9h pile, il franchit les grilles de l'Élysée, le dossier serré contre lui. Il exigea de voir le président sans délai, invoquant une urgence d'intérêt national. Macron le reçut aussitôt, affichant ce sourire sûr de lui, celui d'un homme convaincu de tenir toutes les ficelles. « Sébastien, mon cher Premier ministre, j'espère que ta première nuit à Matignon a été reposante. » Sans détour, le Cornu déposa le dossier sur le bureau et fixa le président sans ciller. « Monsieur le Président, il faut que nous ayons une discussion sérieuse. » La gravité du ton fit disparaître le sourire de Macron en un instant. Son regard glissa vers le dossier, puis revint vers le Cornu, désormais sur la défensive. « De quoi parlez-vous ? » ?»« De votre opération fusible, » répondit le Cornu d'un calme implacable. « Et du fait que je n'ai aucune intention d'endosser le rôle du sacrifié. » Le vide sonore qui s'installa fut presque violent. Macron avait pâli d'un coup. Une seule question lui martelait l'esprit, comment le Cornu avait-il pu mettre la main sur un secret aussi verrouillé? Et surtout, comment aussi vite Je ne comprends pas ce que vous insinuez, bredouilla-t-il, cherchant maladroitement une porte de sortie. Sans répondre, le Cornu ouvrit calmement son dossier. Il en sortit plusieurs pièces qu'il disposa une à une sur le bureau présidentiel, comme autant de preuves à charge. Vraiment? Alors faisons un petit exercice de mémoire. Voici le plan détaillé de l'opération fusible avec votre signature en bas de page. Ici, les véritables chiffres de la dette, soigneusement dissimulés depuis des mois.
Là, les documents trafiqués envoyés à Bruxelles pour endormir nos partenaires. Et enfin, il marqua une pause, puis posa lentement une dernière feuille devant Macron, avec la précision d'un juge rendant son verdict. Le brouillon de votre allocution pour ma démission. Sébastien Lecornu a eu le courage de dire la vérité. Presque émouvant. Macron s'était affaissé dans son fauteuil, tout s'écroulait. Chaque calcul, chaque manœuvre venait d'être réduit à néant. Lecornu savait tout. Il détenait tout. Le combat était perdu avant même d'avoir commencé. « Qu'attendez-vous de moi » souffla-t-il, la voix cassée. Lecornu se leva, alors ajusta tranquillement sa veste et pour la première fois depuis le début de l'entretien esquissa un sourire. « Ce que je veux, votre démission, monsieur le président. Pas la mienne, la vôtre. » Le verdict tomba sans appel. Lecornu accordait 48 heures à Macron pour annoncer son départ de l'Élysée. Passé ce délai, l'intégralité du dossier serait livrée au public sans filtre ni ménagement. « Vous n'irez jamais jusque-là, tenta Macron dans un dernier sursaut. Ce serait plonger la République dans le chaos. »« Non, corrigea Lecornu, ce serait l'en extraire. » Puis il tourna les talons. La porte se referma, laissant le président seul face à ses propres artifices, prisonnier de ses mensonges et de ses peurs. 2 heures plus tard, à peine, Matignon devenait le théâtre d'une conférence de presse hors norme. Devant des journalistes stupéfaits, Lecornu annonça qu'il quittait ses fonctions de Premier ministre après exactement 24 heures. Mais il ne s'agissait pas d'un simple départ, c'était une mise en accusation publique méthodique dirigée contre Emmanuel Macron et sa manière de gouverner. Pendant 45 minutes, Lecornu déroula les faits documents à l'appui. Les falsifications, les manipulations, les renoncements, tout y passa. Il révéla l'existence de l'opération fusible, mit à nu les véritables chiffres de la dette, dénonça les mensonges transmis aux institutions européennes. Il démontra comment Macron avait transformé la fonction présidentielle en un pouvoir personnel prêt à sacrifier l'intérêt collectif pour préserver ses ambitions. Je refuse, conclut-il, de rester au service d'un dirigeant qui a réduit la France à un simple outil au service de ses calculs personnels. Je ne peux ni tolérer ni couvrir un mécanisme fondé sur la tromperie continue et la fabrication de l'opinion. C'est pour cette raison que je quitte mes fonctions. Et c'est pour cette même raison que j'en appelle solennellement au président pour qu'il fasse de même. La déflagration fut immédiate. En quelques heures à peine, les révélations de Lecornu envahirent l'espace médiatique européen. Les chaînes internationales parlèrent déjà du plus grave séisme politique français depuis des décennies. Les marchés paniquaient, la monnaie européenne vacillait et à l'Élysée, la confusion se transformait en débâcle. Macron tenta bien de tenir bon. Il nia, relativisa, chercha à gagner du temps. Mais le flot était trop puissant. L'opinion s'était retournée sans appel. En 48 heures, sa crédibilité s'était effondrée à une vitesse vertigineuse. Dans les rues, les rassemblements exigeant son départ se multipliaient, de Paris aux grandes métropoles régionales. Le dernier choc vint de Bruxelles. La présidente de la Commission européenne convoqua en urgence une réunion exceptionnelle pour examiner les accusations de falsification. Le message fut clair sans retrait de Macron. La France risquait une mise à l'écart sans précédent de ses instances européennes. Submergé de toutes parts, le président finit par céder. Le 13 décembre 2025, à peine 72 heures, après l'entrée en fonction de Lecornu, Emmanuel Macron annonça officiellement son départ de l'Élysée. Une allocution de fin de règne maladroite et sans souffle qui ressemblait davantage à une reddition qu'à un adieu. Celui qui s'était imaginé au-dessus des règles démocratiques, convaincu de pouvoir façonner l'opinion à l'infini prêt à brader l'honneur du pays pour préserver sa survie politique, se révélait enfin sans phare un dirigeant à bout de course, mis à nu, publiquement désavoué. « Je prends acte », déclara-t-il d'une voix vacillante, des éléments révélés ces derniers jours et de la rupture de confiance exprimée par les Français. Dans l'intérêt supérieur de la République, je remets ma démission au Conseil constitutionnel. À Matignon, Sébastien Lecornu suivait cette scène depuis un bureau qu'il n'avait occupé qu'une seule journée, mais une journée qui avait suffi à infléchir le cours de l'histoire nationale. Il avait remporté l'affrontement, il avait arraché la démocratie française des griffes de celui qui la menaçait le plus.
Pourtant, ce triomphe laissait une amertume persistante. En faisant tomber Macron, le cornu avait aussi soulevé le voile sur la profondeur du malaise français. Les chiffres réels de la dette, désormais exposés, entraînaient l'économie dans une spirale récessive. Les partenaires européens, confrontés à l'ampleur des contre-vérités, exigèrent des compensations. La France, affaiblie et esseulée, se voyait contrainte d'entamer des négociations douloureuses avec le FMI, symbole d'un déclassement brutal. Le cornu en avait pleinement conscience. Il avait agi par devoir, mais le coût serait colossal. Le pays mettrait longtemps à se relever des falsifications et des illusions de l'ère Macron. Au moins, la reconstruction pourrait désormais s'appuyer sur un socle réel, la vérité retrouvée et une dignité regagnée. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque ces 24 heures qui ont bouleversé la France, on parle du « jour le cornu ». Une journée où un homme droit choisit de renoncer à sa carrière plutôt que de cautionner un système gangrené. Une journée qui rappela qu'en démocratie, le mensonge peut gagner du temps mais jamais la victoire finale. Macron croyait avoir déniché en Lecornu l'outil idéal de sa survie politique. Il a, sans le savoir, fabriqué sa propre chute. En voulant transformer un homme d'honneur en simple fusible, il lui a remis toutes les clés pour le renverser. Voilà l'ironie ultime de cette histoire hors norme. Le mandat le plus bref jamais exercé à Matignon s'est révélé être le plus déterminant. Une seule journée aura suffi à un homme pour mesurer l'ampleur de la pourriture et trouver la force de l'exposer au grand jour. Lorsque l'histoire se penchera sur cette séquence, elle retiendra sans doute une leçon essentielle. Dans les heures les plus obscures de la République, il existe toujours quelqu'un prêt à se lever pour défendre ses principes, même si cela ne dure qu'un jour. Même si le sacrifice est immense, même si l'horizon demeure incertain. Sébastien Lecornu n'a occupé